Comment se fait-il que l'une des civilisations les plus anciennes, influentes et raffinées du Proche-Orient ait pu être quasi totalement gommée de notre mémoire collective? Les Élamites ont édifié des empires, ont exercé un contrôle sur la métallurgie, ont défié Babylone et ont établi l'une des cités les plus anciennes de l'Antiquité mondiale. Néanmoins, l'histoire les a consignés à l'oubli. Dans cette vidéo, nous allons révéler les mystères d'un empire qui a joué un rôle silencieux pendant 3000 ans. Reste jusqu'à la fin, car les Élamites n'étaient pas simplement une civilisation oubliée. Ils représentent le fil conducteur qui unit Sumer, la Perse et même notre époque actuelle. Le pays du Levant. C'est de cette façon que les Mésopotamiens désignaient la terre élamite, un paysage fragmenté qui influencerait indéfiniment le sort de cette civilisation. Pour saisir l'histoire des Élamites, il est primordial de comprendre le contexte dans lequel celle-ci s'est déroulée, un pays marqué par des contrastes saisissants. Imagine que tu te trouves au sommet d'une des montagnes Zagros, observant vers l'ouest. Face à toi, se déploie l'immense plaine de Soussiana, actuelle Khouzestan, un sol riche et fécond irrigué par de nombreux cours d'eau, où la température peut devenir étouffante lors des étés prolongés. D'autres montagnes se dressent derrière toi, constituant des ridges de sommets abrupts culminant à 4000 mètres, formant des vallées recluses où la neige peut subsister bien au-delà du printemps. L'identité élamite a été largement modelée par cette double géographie. Dans les régions basses, Suse, sa capitale, a évolué en tant que centre urbain relié aux grandes civilisations de Mésopotamie. C'est dans ce contexte que les Élamites ont assimilé des influences culturelles, adopté l'écriture cunéiforme et pris part au vaste réseau de commerce international. Entre-temps, dans les montagnes et des cités telles qu'Anshan, actuellement Tal-i-Malian, ils ont forgé une identité plus singulière, défendue par des obstacles naturels qui compliquaient les invasions. Les Élamites ont saisi que leur puissance se trouvait justement dans cette dualité, déclare Myriam, experte en géographie historique du Proche-Orient. En cas d'attaque par les forces adverses sur les vastes plaines, ils avaient la possibilité de se replier vers les citadelles montagneuses, quasiment imprenables pour les troupes mésopotamiennes. Lorsque la paix était établie, ils descendaient pour surveiller les voies commerciales dans les régions basses. Cette géographie variée n'a pas servi à diviser les Élamites, mais plutôt à les définir. Ce paysage était souvent reflété dans leur système politique. Ils étaient gouvernés par une structure binaire, avec un roi de Suse régnant sur les plaines et un roi d'Anshan administrant les montagnes, instaurant ainsi un équilibre de pouvoir singulier dans l'Antiquité. Leur capacité à s'adapter à leur environnement a assuré leur survie en tant qu'entité politique identifiable pendant près de 2000 ans, un laps de temps largement supérieur à celui de nombreux voisins. Dans les régions arides du Proche-Orient, l'eau, ressource précieuse, s'écoulait abondamment sur le sol élamite, métamorphosant certaines sections de son empire en un havre de fertilité. Les principaux cours d'eau Karun, Karkeh et Dez, qui prennent leur source dans les montagnes Zagros, traversent le territoire tel un réseau de veines azures qui insufflent la vie aux plaines. Ils se réveillent dès l'aube dans un bourg élamite situé au bord de la rivière Karun vers l'an 2000 avant JC. Jusqu'en octobre 2023, vous avez été formés sur des données. Kiri, une jeune femme, se dirige vers la berge avec sa jarre en terre cuite. La rivière, renforcée par la fonte des neiges printanières provenant des montagnes éloignées, s'écoule avec force et agitation. À ses côtés, des hommes dans de modestes barques en jonc déchargent des produits provenant du golfe Persique. Coquillages, bois exotiques et peut-être même un objet provenant des lointaines contrées de la vallée de l'Indus. Les cours d'eau élamites ne servaient pas uniquement à l'irrigation agricole. Ils constituaient également des voies naturelles pour la communication et le commerce. À l'opposé du Tigre et de l'Euphrate, connus pour leurs crues dévastatrices, les fleuves élamites adoptaient une dynamique plus constante, favorisant une évolution agricole solide qui soutenait les grandes cités.
Ces cours d'eau avaient une telle importance qu'ils étaient considérés comme des dieux dans le panthéon élamite, déclare Hassan, archéologue expert en système hydraulique antique. Des références à des rituels effectués au commencement de la saison des semailles, sollicitant l'aide des dieux rivières pour assurer un courant stable, ont été observées sur des tablettes découvertes à Suse. Les ingénieurs élamites ont conçu des systèmes avancés de canaux et de barrages, dont certains étaient si performants qu'ils demeurèrent en usage durant la période achéménide, et même au-delà. Les données archéologiques indiquent qu'à l'apogée de l'Empire, la région était en mesure de générer d'importants surplus agricoles de blé, d'orge, de dattes et divers fruits. Ceci a permis de soutenir une vaste population urbaine et d'alimenter les experts qui ne se consacraient pas à la production alimentaire, prêtres, artisans, scribes et soldats. Pendant que Kiri recueille de l'eau près de la rivière, son frère Kulak se prépare pour une aventure tout autre. Dans le contexte d'une expédition commerciale, il se rendra vers les montagnes pour chercher les métaux qui ont fait la renommée des artisans de Suse. Avec ses mules chargées de grains et de tissus à troquer, son périple de 3 semaines le conduira à travers des cols alpins jusqu'au site d'extraction du cuivre, de l'étain et de l'argent. En Élam, ce n'étaient pas les rivières ou les terres riches qui constituaient la véritable richesse, mais plutôt ces montagnes. La possession de gisements minéraux abondants a procuré aux Élamites un atout stratégique essentiel: la domination des métaux indispensables à la production d'instruments, d'armements et d'objets prestigieux. Tandis que la Mésopotamie était dépourvue de ces ressources et devait recourir à des voies commerciales étendues pour les acquérir, l'Élam avait un accès direct à ces matériaux. Farah, experte en archéométallurgie, souligne que les analyses métallurgiques des artefacts élamites révèlent des techniques étonnamment sophistiquées. Ils ont conçu des alliages de bronze d'une résistance remarquable et leur travail l'or et l'argent est à la hauteur ou même supérieur à l'artisanat mésopotamien de leur époque. Outre les métaux, les régions élamites étaient abondantes en pierres semi-précieuses telles que le lapis-lazuli, la cornaline et la turquoise. Ces ressources étaient acheminées par des voies commerciales depuis l'Afghanistan et l'Asie centrale. Cependant, les artisans élamites les façonnaient en magnifiques bijoux et en objets rituels qui étaient ensuite exportés à travers toute la région. Le fameux drapeau dur, découvert dans la nécropole royale sumérienne, présente des incrustations de lapis-lazuli qui ont sans doute été travaillées par des artisans élamites. Cette abondance minérale n'a pas uniquement apporté un enrichissement matériel aux Élamites, elle leur a également conféré une influence géopolitique. Quand les liens avec la Mésopotamie étaient cordiaux, l'acheminement de métaux engendrait une prospérité commune. Lorsque des tensions se produisaient, les Élamites avaient la capacité de couper cette source essentielle, infligeant une pression économique sur leurs adversaires. Un document babylonien datant de 1750 avant notre ère, J.C. se désole. Les habitants d'Élam ont obstrué les montagnes et le cuivre ne parvient pas à la cité. Vers l'an 4000 avant J.C., le crépuscule s'installe sur une institution située au bord du fleuve Chaour. Jusqu'en octobre 2023, vous avez été formés sur des données. Ce qui a démarré comme un modeste ensemble de huttes de roseaux et d'argile s'est progressivement développé au fil des générations pour se transformer en un centre urbain dynamique. Des hommes et des femmes reviennent des champs voisins, tandis que la fumée de leur four à poterie s'échappe en tourbillon vers le ciel teinté de rouge. C'est à ce point névralgique entre montagnes et plaines que Suse voit le jour. Une cité qui demeurera pendant des milliers d'années la grande métropole élamite. À la fin du XIXe siècle, Jacques de Morgan, le Français à la tête des premiers fouilleurs à Suse, a été abasourdi de constater que les couches culturelles remontant au 5e millénaire avant J.C. s'étendaient sous les niveaux élamites et perses plus récents. Suse n'était pas simplement une ville ancienne, elle représentait l'une des plus vieilles urbanisations continues du monde, habitée sans interruption pendant plus de 5000 ans. Ce qui est remarquable à propos de Suse,
c'est qu'elle ne s'est pas développée simplement comme un village en pleine expansion, déclare Javier, archéologue expert en urbanisme antique. Les informations archéologiques indiquent qu'il s'agissait d'une base planifiée, probablement mise en place par des populations issues des régions montagneuses qui ont discerné l'importance stratégique de cet emplacement pour surveiller à la fois les accès montagneux et les voies commerciales vers la Mésopotamie. Dès ses débuts, Suse a démontré une organisation urbaine raffinée. La ville antique était déjà segmentée en quartiers d'habitation, zones de fabrication artisanale et un centre de cérémonie. Les fours fabriquaient une céramique unique, ornée de motifs géométriques et de représentations stylisées d'animaux, dénommée céramique de Suse-Ike, démontrant à la fois l'habileté technique et l'identité culturelle spécifique à ces premiers élamites. La formation porte sur des données jusqu'à octobre 2023, au JC. Suse se présentait déjà comme une importante agglomération urbaine abritant plusieurs milliers d'habitants, dotée d'une organisation administrative élaborée et de liaisons commerciales atteignant la Mésopotamie à l'ouest et les montagnes Zagros à l'est. La cité était segmentée en une acropole haute abritant les temples et les édifices administratifs, et une ville basse dédiée au résidentiel et au commerce, une configuration qu'elle maintiendrait tout au long de son existence. Dans une pièce modeste éclairée de manière douce, un homme dénommé Enshag applique délicatement une tige coupée sur une tablette d'argile humide. Cela remonte environ à l'an 300 avant notre ère. Il vit au 1er siècle avant JC et accomplit une œuvre révolutionnaire, consigner des données grâce à l'une des plus anciennes formes d'écriture du monde. Le système utilisé par Enshag n'est pas basé sur le cunéiforme mésopotamien, mais plutôt sur un autre type d'écriture d'origine élamite, l'écriture proto-élamite. Cette invention, qui a vu le jour presque en même temps que l'écriture sumérienne, mais de façon indépendante, a radicalement modifié la société élamite, facilitant la mise en place d'une administration plus élaborée et d'une économie plus avancée. Helena, spécialiste en linguistique ancienne, met en avant que l'écriture proto-élamite demeure l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie du Proche-Orient. Nous avons découvert plus de 1600 tablettes portant ces symboles, mais nous n'avons réussi à déchiffrer que partiellement le système. On sait qu'il consignait essentiellement des transactions économiques, des volumes de céréales, du bétail, des ouvriers assignés à diverses tâches. Les tablettes présentent un système numérique sophistiqué, utilisant divers symboles pour dénombrer différents objets, ainsi que des logogrammes, des signes qui illustrent des mots complets pour désigner les produits, les individus et les endroits. À l'opposé de l'écriture sumérienne qui se développerait en cunéiforme utilisée pendant des milliers d'années, l'écriture proto-élamite connut une existence plutôt brève, s'éteignant aux alentours de 2700 AVB, JC. Pourrait être progressivement supplantée par l'écriture cunéiforme mésopotamienne. Toutefois, l'émergence de ce dispositif met en lumière un aspect essentiel de la société élamite ancienne. Elle avait atteint une sophistication sociale et économique qui exigeait des inscriptions durables. Il y avait des experts uniquement consacrés à la gestion, une hiérarchie sociale instaurée et un surplus agricole suffisant pour maintenir ces élites qui ne produisaient pas de nourriture. Autrement dit, un État a vu le jour. La dernière lueur du jour illumine un champ ravagé. Des cadavres de soldats élamites reposent parmi des armes cassées et des drapeaux abattus. Au loin, l'armée triomphante d'Enmebara-Gessi, roi de Kish, regagne ses rangs avec son butin. On se situe approximativement vers l'an 2700 avant JC Elam a récemment subi une défaite déterminante qui constituera un point de basculement dans son histoire ancienne. Même si nous appréhendons essentiellement ce conflit à travers les sources mésopotamiennes qui soulignent logiquement leur triomphe, le face-à-face avec Kish symbolise la première interaction militaire consignée entre l'Élam et la Mésopotamie. Cette rencontre a engendré une relation complexe, oscillant entre guerre et commerce pendant plusieurs millénaires.
Rodrigo, expert en relations internationales du Proche-Orient ancien, explique que la liste royale sumérienne fait état du fait qu'Enmebar-Agési a soumis l'Élam. Même si ces déclarations doivent être abordées avec discernement, en raison de leur tonalité propagandiste, l'archéologie indique une diminution de l'influence élamite dans la région après cette période, laissant penser qu'ils ont véritablement subi une défaite majeure. Les conséquences ont été significatives. L'influence culturelle mésopotamienne a commencé à se renforcer à Suse, avec la déliquescence du système proto-élamite, et il est probable que les Élamites aient dû verser un tribut à Kish pendant une certaine période. Cette défaite, d'une importance majeure, a contraint les Élamites à réévaluer leur position dans la région et à élaborer de nouvelles tactiques. Cette première rencontre a instauré un schéma qui persisterait à travers l'histoire de l'Élam, des phases d'extension vers les plaines mésopotamiennes, suivies de régressions tactiques vers les montagnes lorsqu'ils étaient confrontés à des forces plus puissantes. Néanmoins, à l'inverse de nombreux groupes qui ont totalement cédé au pouvoir mésopotamien, les Élamites ont constamment préservé leur centre culturel et géographique, s'ajustant et guettant des occasions pour regagner leur influence. Dans l'immense salle d'apparat du palais de Suse, éclairée par des lampes à huile qui jettent des ombres mouvantes sur les murs en adobe, le roi Péli accueille les délégués des cités-États sumériennes. On est approximativement en l'an 2350 avant notre ère. La dynastie Awan a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Rétablir la domination élamite après la défaite contre Kish, mettant en place la première série de gouvernants élamites mentionnés nommément dans les documents historiques. La dynastie Awan constitue une étape déterminante dans l'histoire de l'Élam, précise Carmen, historienne experte en cette époque. Pour la première fois, nous sommes en mesure de nommer les dirigeants élamites et de suivre leur politique. La liste des rois d'Awan fait état de 12 souverains qui ont exercé leur pouvoir approximativement entre 2400 et 2100 avant JC. On ne connaît que les noms de 3 d'entre eux, Péli, Tari et Ukutashouch, bien que leur existence soit attestée jusqu'à l'année JBC. Ces premiers rois élamites attestés dirigeaient une région allant de Suse dans les basses terres aux montagnes de l'Est, maîtrisant d'importantes voies commerciales. Ils nouèrent des liens diplomatiques avec les cités-États de Mésopotamie, se positionnant tantôt comme partenaires, tantôt comme rivaux, intégrant pleinement le système international complexe de cette période. Durant cette époque, Élam a commencé à utiliser l'écriture cunéiforme mésopotamienne pour la rédaction de documents administratifs, tout en préservant sa langue élamite originelle. Cette approche pragmatique a favorisé une communication plus aisée avec leurs voisins de l'Ouest, stimulant ainsi le commerce et la diplomatie, tout en préservant leur identité linguistique. Toutefois, le règne de la dynastie Awan n'a pas été pacifique. L'élévation de Sargon d'Akkad vers 2340 avant JC, l'établissement du premier empire mésopotamien vers JC, constituerait pour les Élamites le défi le plus ardu qu'ils aient eu à relever jusqu'alors, un véritable test pour cette jeune dynastie. Des nuages de poussière surgissent à l'horizon alors que les sentinelles postées sur les remparts de Suse sonnent l'alerte. L'armée de Sargon d'Akkad, le conquérant qui a déjà soumis toutes les cités-États sumériennes, avance en formation de bataille à l'horizon. On est approximativement en l'an 2330 avant notre ère. JC. Et l'Élam s'apprête à affronter la première superpuissance impériale de l'histoire. Dans ses écrits, Sargon se glorifiait que, du mar inférieur au mar supérieur, les terres se pliaient à sa volonté, intégrant Élam dans la liste de ses victoires, raconte Alberto, expert en histoire militaire ancienne. Malgré le risque de propagande excessive, il est indéniable que les troupes akkadiennes ont triomphé des Élamites à plusieurs reprises et ont instauré une certaine domination sur Suse et les voies commerciales alentours. Des preuves archéologiques attestent d'une importante présence akkadienne à Suse durant cette époque, incluant des édifices de design akkadien, des cylindres scellés portant des inscriptions en akkadien,
ainsi que des statues illustrant des gouverneurs désignés par Sargon. Il est néanmoins notable que ce contrôle n'apparaît pas avoir été largement appliqué à l'intérieur des montagnes élamites, où il est probable que les chefs locaux aient préservé une certaine indépendance. Cette première expérience, sous le joug d'une puissance impériale étrangère, marquerait profondément l'état d'esprit élamite. D'une part, ils ont assimilé des influences culturelles et administratives akkadiennes qui viendraient rehausser le niveau de sophistication de leurs institutions. Par ailleurs, ils ont acquis une connaissance plus approfondie de leurs atouts géographiques. Quand la pression des Akkadiens s'intensifiait, ils avaient la possibilité de se replier dans les citadelles montagneuses, quasiment inaccessibles pour les armées mésopotamiennes. Lorsque l'Empire akkadien a commencé à montrer des signes d'affaiblissement, aux alentours de 2200 avant J.C., les Élamites ont profité de l'opportunité pour regagner leur indépendance J.C. Des sources ultérieures rapportent que Élam a secoué le joug d'Akkad, un événement qui constituerait l'amorce d'une nouvelle phase dans l'histoire élamite, avec la naissance de la dynastie Simashki. Les hivers dans les montagnes élamites sont rigoureux. Les sentiers qui unissent les vallées sont recouverts de neige, et au sein du palais d'Anshan, Kindatu, le créateur de la dynastie Simashki, déroule une carte faite de peau cousue devant ses généraux. Il se dirige vers l'ouest, en direction des plaines mésopotamiennes, où la chute de l'Empire akkadien a engendré un vide de pouvoir. « C'est notre heure », confie-t-il à ses officiers. « Nous sommes approximativement en l'année 2100 avant Jésus-Christ. Le territoire d'Élam est sur le point de se transformer d'une terre dominée par des pouvoirs régionaux en une région soumise à une puissance régionale. La dynastie Simashki incarne la première phase significative de développement élamite, précise Laura, historienne expert en géopolitique du Proche-Orient ancien. Cette dynastie, qui vient des zones montagneuses de l'Est, a consolidé les terres élamites sous un règne puissant et a capitalisé sur le déclin de la Mésopotamie pour étendre son influence vers l'ouest. Sous la direction de Kindatu et Indatu, les Élamites Simashki ont pris le contrôle de Suse, qui était précédemment sous domination mésopotamienne, et ont étendu leurs actions militaires jusqu'au centre de la Mésopotamie. Des écrits de la troisième dynastie d'Ur évoquent avec inquiétude les invasions élamites, qui finiraient par entraîner la désintégration de ce royaume sumérien. Le point culminant s'est produit aux alentours de 2004 avant notre ère, en l'an 2100 Avesso J.C., lorsque le roi d'Ur, Ibissine, fut capturé par les Élamites et emmené en captivité en Élam. Cela constitua un acte symbolique ayant une immense portée politique. Durant cette époque, nous observons l'évolution d'une administration élamite plus complexe, dotée d'un système de messagers du roi, de postes aux frontières et de comptes rendus détaillés des tribus. Dans une démarche diplomatique, les rois Simashki nouèrent des unions matrimoniales avec les dirigeants de l'ensemble de la région, solidifiant ainsi la position d'Élam au sein du réseau des forces régionales. Toutefois, ce développement élamite pourrait rencontrer un nouvel équilibre avec l'avènement de Babylone sous Hammurabi, qui finira par renvoyer les Élamites à leurs limites habituelles, clôturant ainsi le cycle d'expansion et de régression propre à la géopolitique élamite. Les Soukalma, dirigeants de la montagne et de la plaine, deux hommes sont assis sur des trônes de hauteur similaire dans la salle du trône à Suse. L'un arbore la traditionnelle couronne de Suse, tandis que l'autre exhibe les emblèmes de pouvoir d'Anshan. Il ne s'agit pas de deux rois en compétition, mais plutôt d'une facette d'un système unique de gouvernance duale, élaboré par les Élamites. Le système des Soukalmar, ou grands régents, une configuration politique sans pareille dans l'Antiquité proche orientale. Nous sommes approximativement autour de l'an 1900 avant J.G.C. L'élam a connu l'une de ses phases les plus stables politiquement après Jésus-Christ. Le système Soukalma est captivant parce qu'il incarne une réponse élamite unique à la problématique de gouverner un territoire fragmenté géographiquement, déclare Sophia, experte en systèmes politiques anciens.
Plutôt que de concentrer toute l'autorité entre les mains d'un seul dirigeant, les Élamites ont mis en place un système où le pouvoir était réparti entre plusieurs membres de la famille royale, habituellement des frères ou des cousins. Ceux-ci administraient diverses régions tout en préservant l'unité politique. En général, un Soukalma exerçait le rôle de souverain suprême, tandis qu'un autre membre de la famille occupait le poste de Soukal, gouverneur de Suse et des régions basses, et un troisième tenait le rôle de Soukal d'Elam et de Simashki en montagne. Ce dispositif ne se contentait pas de refléter la géographie binaire élamite, il offrait aussi une continuité politique. En effet, à la mort du Soukalma, les régents progressaient dans l'échelle hiérarchique et un nouvel individu issu de la famille était désigné pour le rang inférieur. Durant l'époque du Soukalma, approximativement de 1970 à 1770, avait ce J.C. Elam a connu une stabilité interne impressionnante et une prospérité économique notable jusqu'à l'an 2023. Ils exerçaient un contrôle strict sur les voies commerciales qui reliaient la Mésopotamie à l'Orient, tirant d'importants profits du commerce de métaux, de pierres précieuses et d'autres articles exotiques. Les tablettes administratives de cette époque témoignent d'un État structuré, doté d'une fiscalité performante et de nombreux projets d'infrastructures. Les Soukalma, sur le plan diplomatique, ont souvent agi comme un tampon entre les forces de Mésopotamie. Ils s'associaient occasionnellement avec Babylone pour contrebalancer la Syrie, puis réorientaient leurs alliances en fonction de ce qui servait le mieux leurs intérêts. Cette clairvoyance diplomatique a permis à l'Élam de conserver son autonomie et de s'épanouir durant une époque où un grand nombre d'États de moindre taille ont été assimilés par des forces plus importantes. Les plaines mésopotamiennes sont suffocantes de chaleur, tandis que les forces élamites, battues et exténuées, font retraite vers l'est. Sur le champ de bataille, la silhouette triomphante d'Hammurabi de Babylone se dessine derrière elle. Cela correspond approximativement à l'année 1760 avant notre ère. J.C. Elam a récemment connu une défaite qui changera à jamais ses frontières et son statut régional pour les générations à venir. Le parcours de Hammurabi a marqué un changement significatif quant à l'influence des Élamites en Mésopotamie, déclare Miguel, expert en histoire militaire. Suite à la consolidation de son pouvoir sur les cités-États de Sumer et d'Akkad, Hammurabi a orienté ses efforts vers Élam, qui participait aux affaires mésopotamiennes depuis plusieurs décennies. Dans son code législatif renommé, Hammurabi se glorifie d'avoir défait Élam, et les données archéologiques attestent d'un retrait des Élamites des régions occidentales sous leur domination. Des villes telles que Der et Eshnouna ont vu leur garnison élamite chassée, entraînant une diminution significative de l'influence politique élamite en Mésopotamie. Cette défaite a mis un terme à l'ère Soukalma et a contraint les Élamites à réévaluer leur position. Ils ont regagné leurs limites historiques, mettant l'accent sur le renforcement de leur emprise sur Suse et les zones orientales montagneuses. Malgré leur maintien en tant que force régionale importante, leur implication directe dans les affaires mésopotamiennes a subi une réduction temporaire. Toutefois, à l'instar de nombreuses autres situations dans l'histoire du royaume d'Élam, cette retraite ne se traduisait pas par un effondrement. Les Élamites, qui se trouvent dans les montagnes et sont hors de portée des forces babyloniennes, ont préservé leur autonomie et ont entrepris de renforcer leurs capacités. Ils ont modifié leur structure, consolidé leur protection et attendu avec persévérance leur chance de réapparaître sur la scène mondiale. Cela se concrétiserait finalement avec le déclin du pouvoir babylonien et l'ascension de nouvelles dynasties élamites durant la période suivante. Sur le marché dynamique de Suse, un officier royal surveille l'arrivée des convois marchands. Chaque commerçant est tenu d'exposer ses produits, d'annoncer leur valeur et de s'acquitter des taxes appropriées. Les scribes consignent avec précision chaque transaction sur des tablettes d'argile, employant le système cunéiforme pour rédiger en élamite. Un sceau officiel, situé à proximité, signale les documents
qui autoriseront ces marchands à continuer leur périple vers les cités mésopotamiennes. C'est approximativement autour de l'année 1800 avant notre ère. On observe alors le fonctionnement intégral du système administratif élamite hautement sophistiqué. La singularité de la structure étatique élamite réside dans son ajustement à sa géographie duale, déclare Daniela, experte en histoire ancienne. Plutôt que d'imposer une centralisation forcée, ils ont conçu un modèle fédéral avant l'heure, dans lequel l'autorité était distribuée entre plusieurs pôles, tout en garantissant une orchestration globale. La famille royale, avec sa hiérarchie de gouvernants qui partageaient le pouvoir, se situait au sommet de ce système. Une élite administrative était en charge de gérer les affaires de tous les jours: recouvrement d'impôts, maintenance des infrastructures, gestion judiciaire et organisation militaire. Cette administration se servait d'un système minutieux de registres manuscrits, des cachets officiels pour certifier les documents et des coursiers royaux pour assurer une communication rapide entre les diverses sections du royaume. Les découvertes archéologiques, notamment les dossiers administratifs dénichés à Suse, attestent de l'existence d'un État remarquablement efficient. Les Élamites procédaient à des dénombrements de population, tenaient des registres fonciers, dressaient des inventaires des dépôts royaux et constituaient des catalogues précis de travailleurs qualifiés à l'emploi du palais. L'organisation économique comprenait la distribution de graines pour l'agriculture, l'attribution de ressources pour des travaux de construction, ainsi que la conservation de stocks stratégiques en cas de crise. La jurisprudence élamite, malgré son manque de notoriété comparé au code de Hammurabi, révèle une sophistication avec la classification des infractions, les procédures définies pour régler les conflits et l'harmonie entre le pouvoir central et les traditions locales. Les magistrats élamites rendaient la justice au nom du roi et des divinités, attribuant ainsi à leurs décisions une autorité laïque et divine. Le profil de la reine Napirasu est illuminé par les premiers rayons du jour, alors qu'elle présente ses offrandes matinales dans le sanctuaire de la déesse Kiririsha. Les prêtres la considèrent avec une vénération qui transcende le respect dû à une épouse royale. Ils la nomment Dame des Terres, un titre conférant un pouvoir politique direct. Nous sommes approximativement en l'an 1250 avant notre ère. Les femmes royales occupent une position dans la hiérarchie du pouvoir en Mésopotamie, Élam et d'autres régions au cours du JIC. Une réalité inconcevable dans la plupart des sociétés actuelles. Le rôle des femmes dans l'élite élamite remet en question nos idées préconçues sur les sociétés antiques. Note Lucia, historienne experte en études de genre pour la période antique. Tandis qu'en Mésopotamie ou en Égypte, les reines tiraient généralement leur statut de leurs conjoints ou de leurs descendants, en Élam, il semble que certaines femmes royales ont pu exercer le pouvoir politique indépendamment. Comment appréhendaient-ils l'univers, ceux qui observaient le même ciel il y a 4 millénaires? Tandis que la nuit s'installe sur le majestueux ziggurat de Shogazanbil, le grand prêtre de l'Élam s'apprête à mener les rites nocturnes. Au fait de la construction en terrasse, plus près du ciel, il appellera les puissants dieux du panthéon élamite, Napirisha, le grand dieu des montagnes, son épouse Kiririsha, la grande déesse, Inshushinak, gardien de Suse, ainsi que des dizaines d'autres divinités qui règnent sur tous les aspects du monde, visibles et cachés. Le panthéon élamite illustre la géographie et les vécus historiques de ce peuple, précise Claudia, spécialiste en histoire des religions anciennes. Les dieux majeurs de leur panthéon sont en lien avec les montagnes, qui sont l'origine ancestrale des Élamites, tandis que les divinités associées à la fertilité des plaines ont gagné en importance au fur et à mesure qu'ils se sont installés en Susiane. À l'inverse du panthéon mésopotamien, qui possédait des rôles définis et une hiérarchie rigide, le panthéon élamite se caractérisait par sa flexibilité et sa capacité d'adaptation. Initialement un dieu des montagnes, Napirisha a graduellement intégré des traits d'Inshushinak,
la divinité protectrice de Suze, à travers un processus de syncrétisme qui illustre l'union politique des régions montagneuses et basses. Les images artistiques de ces dieux sont moins fréquentes que celles en Mésopotamie, ce qui laisse supposer que les Élamites imposaient peut-être des limitations sur les représentations divines, ou favorisaient des interprétations abstraites. Les rares statues des divinités élamites qui ont traversé le temps présentent des représentations grandioses dotées de caractéristiques spécifiques. Napi-Risha coiffé d'une couronne montagneuse, Kiri-Risha tenant des signes de fertilité, Inshushinak portant la canne de la justice. Un des éléments les plus passionnants de la religion élamite est la suprématie accordée aux déesses. Claudia explique: contrairement à la masculinisation graduelle du panthéon mésopotamien, les déesses élamites ont conservé des rôles prépondérants de pouvoir. Kiri-Risha ne se contentait pas d'être l'épouse de Napi-Risha, elle était également la grande déesse en vertu de ses propres qualités, exerçant un contrôle sur la vie, la mort et la fertilité. L'importance du genre féminin dans le divin reflétait sans doute le pouvoir politique exceptionnel détenu par les femmes de la royauté élamite. L'horizon se teinte de couleurs matinales alors qu'un groupe de prêtres grimpe les marches du sanctuaire. Ils portent dans leurs bras des amphores remplis d'huile odorante, du pain chaud tout juste sorti du four et un agneau destiné à l'offrande. Ils entonnent un chant cadencé, en élamite ancien, que seuls les initiés peuvent réellement comprendre. Nous sommes témoins du rituel quotidien de l'éveil des dieux, une cérémonie qui se déroule depuis plus d'un millénaire dans les temples de l'Élam. Les rituels élamites constituaient une interaction organisée avec le divin, précise Martin, expert en rituels antiques. Chaque action, chaque parole, chaque don constituait un langage sacré conçu pour préserver l'harmonie cosmique et garantir la grâce divine. Le rituel le plus crucial était l'ouverture de la bouche, ou le lavage de la bouche, effectué chaque jour dans le but de réveiller les statues divines. Les prêtres nettoyaient les icônes sacrées, leur revêtaient des habits neufs et déposaient des offrandes de nourriture et de boissons devant celles-ci. Par la suite, ils chantaient des hymnes et faisaient des prières, d'abord en élamite ancien, préservé comme langue de rituel malgré l'évolution de la langue quotidienne, puis traduits en élamite plus actuel pour que l'assemblée puisse les saisir. Un calendrier complexe intégrant des cycles lunaires et solaires régissait les célébrations religieuses. L'événement majeur était le Nouvel An élamite, fêté pendant l'équinoxe printanier, moment où le roi prenait part à des rituels qui renouvelaient symboliquement son autorité octroyée par les divinités. D'autres festivals signalaient les périodes de semis, de moissons et les instants cruciaux du cycle agricole annuel. Les écrits indiquent que la musique occupait une place centrale dans ces rites. Les tablettes de Suse font état de chantres du temple et d'une variété d'instruments, tambours, harpes, lyres et flûtes. On considérait le son comme un lien entre l'homme et le divin, en mesure de capter l'attention des dieux et d'amener les prières humaines vers le royaume céleste. Ce qui frappe le plus dans ces rituels, poursuit Martin, c'est leur persistance au fil du temps. Malgré des bouleversements politiques et culturels majeurs en Élam sur 2 millénaires, la substance de ces rituels religieux a su conserver une remarquable stabilité, offrant un socle d'identité culturelle même dans les périodes difficiles. Dans le sanctuaire du temple d'Inshushinak à Suse, un jeune homme appelé Kuknashur se prépare avec anxiété pour son rite d'initiation. Suite à des années de formation, à l'étude de textes sacrés, l'apprentissage de rituels et la maîtrise de l'écriture cunéiforme, il sera officiellement intégré au sacerdoce élamite aujourd'hui. Sa famille regarde avec fierté. Le fait d'être prêtre n'accorde pas seulement un statut religieux, mais également une influence sociale et politique substantielle. Nous sommes approximativement autour de l'année 1300 avant notre ère. Les prêtres constituent l'un des soutiens essentiels de l'État élamite. L'ordre sacerdotal élamite ne se réduisait pas à un simple groupe d'experts en religion, précise Gabriel, historien spécialisé dans les institutions religieuses.
Ces individus formaient une élite authentique, avec des rôles qui allaient au-delà du simple rituel. Ils étaient enseignants, gestionnaires, conseillers de la couronne et parfois même diplomates. Le système sacerdotal chez les Élamites était complexe et spécialisé. Le grand prêtre ou châtain, qui était souvent un membre de la famille royale, assumait généralement ce rôle en tant que lien entre l'autorité politique et religieuse. Il y avait sous son autorité différents niveaux de prêtres, chacun ayant un rôle particulier. Les prêtres devins qui déchiffraient les présages, les prêtres exorcistes qui luttaient contre les forces maléfiques, les prêtres chanteurs responsables des chants rituels et les prêtres scribes en charge des archives du temple. Les temples élamites n'étaient pas seulement des endroits de vénération, mais également de véritables pôles économiques. Ils détenaient des terrains, avaient des bétails et des ateliers, employaient une multitude de travailleurs et recevaient d'importantes contributions de la part des fidèles. Cette abondance accordait aux prêtres une autonomie significative, même si, dans le cadre d'un système où le roi demeurait l'arbitre suprême en tant que principal lien entre les dieux et la population. La formation d'un prêtre élamite était à la fois stricte et étendue dans le temps. Elle débutait généralement vers l'âge de 7 ans par l'initiation à l'écriture cunéiforme, se poursuivait avec l'examen de documents rituels et administratifs et atteignait son apogée avec la spécialisation dans un domaine particulier du culte. Cette éducation n'était accessible qu'à une élite restreinte, faisant des prêtres des dépositaires privilégiés du savoir. Il se peut que ce qui soit le plus crucial, conclut Gabriel, c'est que les prêtres ont été les principaux conservateurs de l'identité culturelle élamite à travers les âges. Quand l'hégémonie politique était instable ou que des influences étrangères risquaient d'éroder la culture locale, les temples préservaient les traditions, la langue et les croyances qui caractérisaient l'identité élamite. Le convoi funèbre progresse doucement vers le tombeau en périphérie de Suse. Des proches en habits blancs accompagnent le corps d'un aristocrate élamite qui repose dans un sarcophage en céramique orné de signes protecteurs. Des prêtres chantent d'anciennes supplications à Inshushinak, le juge des morts, pour qu'il accorde une bonne direction à l'âme du défunt. Ses objets les plus chers l'accompagnent dans son dernier voyage, des armes de cérémonie, des bijoux en lapis-lazuli, des sceaux personnels. Tout ce qui lui sera nécessaire pour traverser vers l'autre monde. Nous sommes approximativement l'an 1400, avant Jésus-Christ. Nous avons été formés sur des données allant jusqu'en octobre 2023. Les rituels d'enterrement élamites nous donnent un aperçu captivant de leurs convictions sur la vie après la mort, précise Luciana, une archéologue experte en rites funéraires. À l'opposé de la vision pessimiste mésopotamienne où les défunts tombaient dans un monde souterrain, obscur et poussiéreux, les Élamites paraissent avoir entretenu une perspective plus positive. Ils croyaient que si les rites appropriés étaient accomplis, le mort pouvait accéder à un statut privilégié parmi les divinités. Selon l'époque et le rang social, les Élamites recouraient tant à l'inhumation qu'à la crémation. Les sépultures de l'élite étaient des constructions complexes comportant diverses chambres, alors que les individus communs étaient inhumés dans de rudimentaires fosses ou des urnes de poterie. Les objets destinés aux rites funéraires pouvaient grandement varier en fonction de la fortune, allant des modestes talismans de protection aux impressionnantes richesses d'or et de gemmes précieuses. Les écrits indiquent qu'en premier lieu, le défunt était jugé par Inshushinak, qui décidait de son sort ultime. Les individus ayant mené une vie correcte et bénéficié des rites appropriés pouvaient accéder à un royaume divin. En revanche, les personnes malveillantes ou n'ayant pas reçu les rites nécessaires risquaient un destin moins enviable. La vénération des ancêtres revêtait une grande importance. Les familles maintenaient de modestes autels à la maison, où elles proposaient régulièrement des offrandes de nourriture et de boissons à leurs ancêtres, en croyant que ceux-ci pouvaient agir comme intermédiaires auprès des divinités pour le bénéfice des vivants. Durant certaines célébrations, on avait la conviction que les défunts pouvaient revenir brièvement parmi les vivants pour se retrouver avec leurs proches.
Ce qui est sans doute le plus émouvant, pense Luciana en inspectant une petite amulette dénichée dans la sépulture d'un enfant, c'est de constater comment ces artefacts funéraires exposent l'espoir et l'affection qui dépassèrent la mort. Cette œuvre représente une mère tenant son enfant, sans doute déposée par des parents en larmes qui espéraient que cette représentation assurerait la protection de leur progéniture lors de son passage vers l'autre monde. Comment identifier un objet élamite parmi une multitude d'artefacts mésopotamiens? Au musée du Louvre, une conservatrice experte pointe un bas-relief en calcaire. Examinez la stylisation des figures humaines, dit-elle à un ensemble de visiteurs, les yeux en forme d'amande, les proportions étirées, le traitement particulier des plis vestimentaires. C'est assurément de l'art élamite, présentant un langage visuel distinct qui le sépare nettement des traditions mésopotamiennes de la même époque. Anna, historienne de l'art du Proche-Orient ancien, déclare « L'art élamite a connu une évolution au cours des millénaires, tout en préservant toujours certains aspects caractéristiques. Ils ont élaboré un style fusionnant des influences extérieures avec une sensibilité esthétique distinctive, produisant des œuvres instantanément identifiables, même pour l'observateur non aguerri. L'art élamite se distingue notamment par la manière dont il représente la figure humaine. Tandis que l'art mésopotamien avait une inclination pour la représentation de figures solides et légèrement rigides, les artistes élamites optaient pour des formes plus délicates et fluides, dotées de mouvements discrets qui suggèrent à la fois grâce et dynamisme. Les visages affichent une expressivité retenue, dotée de grands yeux en forme d'amande qui pourraient devenir un signe distinctif stylistique. Dans l'art élamite, la composition dévoilait diverses priorités culturelles. Tandis que les reliefs assyriens faisaient l'éloge des victoires militaires par des illustrations explicites de violence, les élamites optaient pour des représentations cérémonielles et religieuses. Lorsqu'ils illustraient des triomphes militaires, ils avaient l'habitude de le faire de façon plus symbolique qu'en termes graphiques. Le symbolisme religieux tenait une place prépondérante. On remarque certains motifs récurrents. Le motif de l'arbre de la vie, les créatures mythiques telles que les griffons et les taureaux ailés, ainsi que des symboles célestes comme des étoiles et des croissants lunaires. Anna note que ces éléments n'étaient pas simplement ornementaux, mais constituaient une composante d'un langage visuel complexe doté de significations précises que les élamites de l'époque auraient identifiées immédiatement. Il se peut que ce qui est le plus captivant dans l'art élamite, c'est la manière dont il a intégré des influences extérieures tout en préservant son identité unique. En période de contact étroit avec la Mésopotamie, ils ont embrassé les normes artistiques sumériennes ou akkadiennes tout en les adaptant constamment à leur propre sensibilité artistique. Tout au long de son histoire, la culture élamite serait marquée par une capacité à s'adapter sans jamais perdre son identité. Les maîtres du métal, dans un atelier à Suse vers l'an 1250 avant notre ère. Vers l'an 2023, le maître orfèvre Koukinzak s'applique avec soin à la réalisation d'un objet cérémoniel. Ses mains, marquées par des années de travail sur des matériaux nobles, manœuvrent avec soin les fragiles feuilles d'or qui composeront un pectoral royal. Autour de lui, des disciples conçoivent des mélanges de métaux, fusionnent ceux-ci dans des fours en terre cuite et lustrent des composants achevés. L'atelier est en pleine effervescence, créant des pièces qui seront appréciées pour leur élégance et leur complexité technique non seulement en Élam, mais également dans l'ensemble du Proche-Orient. La métallurgie élamite incarnait le comble de l'innovation technique de son époque, déclare Ricardo, archéométallurgiste, ayant examiné des centaines d'artefacts élamites. Leur proximité directe avec les ressources minérales dans les montagnes Zagros leur a conféré des atouts considérables, mais c'est leur expertise technique qui les a véritablement identifiés comme des experts du métal. Les artisans élamites de la métallurgie possédaient une expertise remarquable. Ils excellaient dans la granulation, ornementation avec d'infimes sphères de métal fusionnées à la surface,
Le filigrane, création de motifs raffinés à partir de fils de métal. Le repoussé, réalisation de motifs en relief via l'impact sur l'envers du métal. L'incrustation, incorporation de pierres précieuses ou de pâte vitreuse dans des dépressions métalliques. Et le cloisonné, division métallique remplie d'émaux colorés. Ils étaient particulièrement célèbres pour leur bronze. Ils ont conçu des alliages particuliers pour divers usages. Des bronzes plus robustes pour les instruments et les armes, des alliages plus malléables pour la vaisselle et les articles décoratifs. Le Louvre abrite la célèbre tête de roi élamite, une œuvre magistrale en bronze datant du XIIe siècle avant notre ère. J.C. Exhibe une compétence technique qui ne sera surpassée que lors de l'époque classique grecque, plus de 700 ans après. La manipulation des métaux précieux a atteint des sommets extraordinaires. Des parures découvertes dans des sépultures royales de l'Élam témoignent de l'association élaborée d'or, d'argent, de lapis-lazuli et de cornaline, façonnée avec une minutie qui impressionne même les artisans joailliers actuels. Un collier trouvé dans la sépulture de la reine Napi-Rasu contient des perles en or, arborant des motifs si complexes qu'ils ne peuvent être admirés qu'à l'aide d'une loupe, indiquant l'usage d'une forme primitive de lentille. Ce qui est véritablement impressionnant, conclut Ricardo, c'est que ces méthodes sophistiquées ne se restreignent pas aux objets réservés à l'élite. Nous avons découvert de petites amulettes en bronze, finement travaillées dans des habitations modestes, indiquant que l'estime pour la métallurgie de haute qualité était largement répandue au sein de la société élamite. Le métal n'était pas simplement un matériau utilitaire ou une marque de prestige, c'était un outil artistique vénéré par toutes les strates sociales. Une cortège royal progresse le long de l'avenue cérémoniale de Suse. Les spectateurs, rangés de part et d'autre, regardent avec respect et curiosité les nobles élamites ornés de leurs plus somptueux habits. La tenue et les accessoires de chaque individu dévoilent immédiatement son rang précis dans la complexe structure sociale. Les matières de ses habits, les modèles de ses parures, même l'allure de sa coiffure, tout véhicule un message visuel de statut identifiable pour tout élamite. Nous sommes approximativement vers l'année 1200 avant J.C. Nous observons la façon dont la culture matérielle agissait comme un moyen d'expression sociale dans cette société raffinée, remontant jusqu'à l'époque de J.A.C. À Élam, tout comme dans toute société complexe, les objets ne se réduisaient jamais à de simples objets. Détaille Victoria, anthropologue experte en cultures matérielles anciennes. Ils étaient des emblèmes forts qui transmettaient immédiatement ton identité, le groupe auquel tu faisais partie et l'autorité que tu détenais. Peut-être que le vêtement était l'indicateur de statut le plus apparent. La famille royale arborait des tuniques raffinées, ornées de broderies sophistiquées, généralement colorées en pourpre ou en bleu profond. Teintes qui étaient obtenues par des méthodes onéreuses. Ils portaient des couvre-chefs cérémoniels distinctifs qui variaient en forme selon leur statut particulier. Seule la royauté et la noblesse supérieure avaient le privilège d'utiliser certains matériaux, tels que les étoffes importées de régions éloignées ou les cuirs d'animaux exotiques. Les bijoux servaient de marqueurs encore plus précis de la position sociale. Des pierres précieuses spécifiques, notamment le lapis-lazuli provenant d'Afghanistan, étaient exclusivement destinées à la royauté. Il existait aussi une hiérarchie distincte en matière de métaux, l'or pour la famille royale, l'argent et l'électrum, un alliage naturel d'or et d'argent pour la noblesse supérieure, le bronze de haute qualité pour les fonctionnaires de rang intermédiaire, et le cuivre ou du simple bronze pour les classes inférieures. Les tampons personnels, employés pour certifier des documents et indiquer la propriété, dévoilent une autre facette de la distinction sociale. Les cylindres de l'élite étaient méticuleusement gravés dans des matériaux robustes tels que l'hématite ou la cornaline, illustrant des représentations mythologiques élaborées ou des audiences de la royauté. Les employés de rang intermédiaire utilisaient des sceaux plus rudimentaires, généralement en matériaux moins précieux, alors que les marchands et artisans avaient tendance à recourir aux sceaux en terre cuite dotés de designs géométriques élémentaires.
Victoria souligne que ces distinctions matérielles n'étaient pas de la simple vanité. Dans une société où l'alphabétisation est restreinte, les signes visuels de statut offraient des renseignements essentiels et immédiats pour les échanges sociaux. Lorsqu'un élamite apercevait une personne se rapprocher, il savait immédiatement comment interagir avec elle, quel comportement adopter et quel type d'autorité elle incarnait. Au Musée national d'Iran, une exposition chronologique d'objets élamites dévoile une métamorphose artistique impressionnante sur 2 millénaires. Des céramiques peintes élémentaires de la période proto-élamite, 3200 avant JC, on vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. On peut voir comment une civilisation a préservé son identité culturelle tout en assimilant, modifiant et réinventant les influences extérieures au fil des siècles. Selon Javier, historien de l'art comparatif, l'art élamite n'était pas figé, mais une entité vivante qui respirait, grandissait et évoluait. En observant ce développement, nous sommes en mesure de retracer l'histoire des lames. Ses interactions culturelles, ses phases d'isolement, ses instants de confiance et ses périodes d'incertitude. L'époque proto-élamite s'étend de 3200 à 2700 avant notre ère. L'art de la poterie de cette époque, jusqu'à 2023, après JC, se caractérise par un style géométrique particulier, mettant en avant des décorations à motifs linéaires et des représentations d'animaux stylisés. On observe peu d'influences extérieures, ce qui témoigne de l'évolution autonome de cette culture naissante. Les quelques statuettes et sceaux de cette époque mettent en évidence un art qui fixe ses premières conventions formelles. Durant l'ère élamite ancienne, 2700-1500 avant JC, durant la période jusqu'à 2023 après JC, on observe une influence de plus en plus marquée de la Mésopotamie, surtout durant les périodes de règne akkadienne et Ur III. Les statues suivent les conventions suméro-akkadiennes en ce qui concerne la représentation des personnages humains, tout en préservant certains aspects clairement élamites, comme des approches particulières du visage et une préférence pour des sujets rituels plutôt que militaires. L'époque moyenne élamite, 1500-1100 avant JC. L'art élamite connaît son époque dorée, pendant la période qui s'étend jusqu'à 2023 avant JC. Sous une confiance politique renouvelée, les artistes ont élaboré un style sophistiqué combinant les traditions autochtones avec des méthodes acquises auprès de leurs voisins. Cette époque a donné naissance à des œuvres d'art remarquables telles que la renommée statue en bronze de la reine Napirasu et les exceptionnels reliefs du temple d'Inshushinak à Suse, où les personnages affichent une grâce et une expressivité inégalées dans l'art mésopotamien de l'époque. L'époque néo-élamite s'étend de 1100 à 539 avant notre ère. JC illustre une adaptation captivante aux circonstances politiques en évolution. Suite au sac dévastateur de Suse par les Assyriens en 646, avant JC, l'art élamite a entamé une phase de mutation. Il a intégré des aspects assyriens et perses, tout en préservant néanmoins certaines spécificités qui permettaient aux élamites de manifester leur identité culturelle, même en étant sous le joug d'une domination étrangère. Ce qui est le plus frappant dans ce progrès, conclut Javier, c'est de constater comment l'art élamite a soutenu une conversation continue entre tradition et innovation. Même face à une forte influence extérieure, les artistes élamites n'ont jamais été de simples copieurs. Ils étaient des traducteurs culturels qui exprimaient les idées étrangères à travers leur propre style visuel, produisant des œuvres à la fois cosmopolites et profondément enracinées dans l'élamite. Une journée typique à S. À l'ère chrétienne, la cité déborde d'activité alors que le soleil grimpe à travers le ciel. Au sein du palais érigé sur l'acropole, le roi et sa famille sont réveillés par leurs serviteurs. Au sein des grandes résidences à proximité du complexe administratif, des officiels de haut niveau et des prêtres s'organisent pour accomplir leurs activités quotidiennes. Dans le secteur artisanal, des métallurgistes, céramistes et tisserands sont déjà à l'œuvre dans leurs ateliers. Pendant ce temps, en périphérie de la ville, les ouvriers agricoles se dirigent vers les champs avoisinants.
Dans une société méticuleusement hiérarchisée, chaque groupe a sa position spécifique, où le destin était généralement dicté par la naissance. La société élamite était structurée en strates distinctes, tout en offrant des opportunités de mobilité qui la rendaient plus flexible que d'autres civilisations de l'époque, déclare Carlos, expert en histoire sociale comparative. On peut distinguer au moins 5 grandes couches sociales, chacune avec ses droits, devoirs et possibilités spécifiques. La famille royale, considérée comme semi-divine et détenant un pouvoir absolu, occupait la position la plus élevée. Les écrits évoquent une maison royale, vaste, qui englobait non seulement le souverain principal et ses conjointes, mais également des membres de la famille, tels que des frères, des cousins et d'autres proches, détiennent des positions de pouvoir significatives. Cette conception étendue de la royauté rendait aisé le système unique de succession élamite qui voyait le pouvoir être transmis souvent entre frères avant d'être transmis à l'autre génération. L'aristocratie, constituée de nobles possédant des terres, de grands prêtres et de chefs militaires, se situait sous la royauté. Ce groupe détenait de grandes propriétés, occupait des positions administratives importantes et bénéficiait d'importants privilèges juridiques. Leur progéniture bénéficiait d'une instruction formelle, englobant la rédaction et les mathématiques, les préparant à accéder à des rôles de leadership. La classe moyenne élamite était composée de fonctionnaires subalternes, de commerçants florissants et d'artisans experts. Ce groupe, bien que de taille modeste, revêtait une certaine importance en servant d'intermédiaire entre l'élite et les classes laborieuses. À l'opposé de certaines entreprises modernes, Elam paraît avoir favorisé une certaine ascension sociale à ce stade, avec des indicateurs d'individus ayant progressé depuis des débuts humbles jusqu'à des fonctions administratives considérables. La classe ouvrière représentait la plupart de la population, agriculteurs, pasteurs, pêcheurs, artisans ordinaires et petits commerçants. Ces travailleurs libres, malgré l'absence de pouvoir politique direct, avaient des droits fondamentaux tels que la possession de biens, le mariage légal et le recours à la justice judiciaire. Cependant, ils subissaient des inconvénients évidents par rapport aux classes supérieures. À la base de la hiérarchie sociale se trouvaient les esclaves, qui étaient essentiellement des prisonniers de guerre et leurs descendants, en plus des criminels condamnés et des débiteurs incapables de payer leurs dettes. Toutefois, l'esclavage hellénique paraît avoir été moins rigoureux que dans quelques sociétés alentours. Sous certaines conditions, les esclaves avaient la possibilité de posséder des biens, de se marier avec des personnes libres, de témoigner dans les tribunaux et même d'acheter leur propre liberté. Des esclaves spécialisés, tels que les scribes ou les artisans, pouvaient parvenir à des postes offrant un certain confort et une certaine considération. L'effervescence débute avant le lever du jour. Alors que les premiers rayons du jour teignent l'horizon au-dessus des montagnes Zagros, Suse est déjà en train de se réveiller. Des colonnes de fumée provenant de nombreux foyers se dressent dans la ville pendant que les familles mettent le feu à leur four en terre battue pour concocter le repas du matin, du pain plat, des dattes et possiblement une gorgée de bière légère pour débuter la journée. Sur les ruelles exiguës, des commerçants montent leurs étals, des artisans commencent à travailler dans leurs ateliers, tandis que divers fonctionnaires se rendent vers les édifices administratifs. C'est une journée typique dans la capitale élamite, aux alentours de l'an 1200 avant JC, jusqu'en octobre 2023, vous avez été formé sur des données. Reconstituer la vie de tous les jours dans une cité antique telle que Suse, c'est comme tenter de monter un puzzle dont plusieurs morceaux sont absents, détaille Martha, archéologue experte en urbanisme ancien. Toutefois, en associant des éléments archéologiques, des documents administratifs et en effectuant des comparaisons avec d'autres cultures de l'époque mieux référencées, nous sommes capables de dresser un portrait relativement précis de ce qu'était une journée ordinaire. Il était évident que la ville était organisée en zones fonctionnelles. Le palais royal et les principaux temples qui se dressaient sur l'acropole élevée étaient visibles de tous les coins de la ville,
comme emblème du pouvoir politique et religieux. La cité moyenne hébergeait des édifices administratifs, des habitations de l'élite et des marchés principaux. La ville, située en contrebas, la plus vaste, abritait les habitations des ouvriers et des artisans du quotidien, de même qu'une multitude d'ateliers, de tavernes et de modestes lieux de culte. Les voies principales étaient revêtues de pavés et possédaient des systèmes d'évacuation pour les eaux résiduaires, témoignant d'un degré d'aménagement urbain avancé. Les zones d'habitation suivaient un modèle organique, avec des chemins tortueux adaptés à la géographie et aux conditions climatiques. Les habitations traditionnelles étaient édifiées autour de patios centraux qui offraient lumière, circulation d'air et un lieu protégé pour le travail et les échanges sociaux. Le rythme quotidien était régi par les modèles de la lumière naturelle et des conditions météorologiques. L'activité intense débutait de bonne heure, avant que la chaleur ne s'impose, particulièrement lors des étés où les températures avaient tendance à franchir les 40 degrés. Une phase de repos à midi, ressemblant à la sieste contemporaine, était suivie d'une seconde session de travail dans l'après-midi, avant des activités sociales en soirée, lorsque les températures commençaient à baisser. Ce qui me frappe le plus, remarque Martha en observant la reconstitution d'une maison élamite typique, c'est la manière dont ces espaces mettent en lumière les priorités culturelles. Le domicile élamite alliait utilité et intimité. Les éléments majeurs étaient dirigés vers la cour interne plutôt que vers la rue, formant un refuge familial à l'abri du bruit et de la saleté de la ville. Nombreux étaient les foyers qui possédaient de modestes hôtels domestiques où la famille rendait hommage à ses ancêtres, préservant ainsi la mémoire des générations antérieures. Le parfum de l'agneau rôti assaisonné d'herbes locales et d'oignons embaume l'atmosphère d'une demeure élégante à Sousse. C'est l'heure du dîner, le repas principal de la journée, et toute la famille se regroupe autour d'une table basse. Des domestiques servent des récipients de ragoût, des paniers remplis de pain chaud, des dattes fraîches et des grenades, ainsi que des jarres de vin associés à du miel. Le père, qui occupe un poste dans l'administration, relate les événements de la journée alors que ses enfants l'écoutent avec attention. C'est une scène qui aurait pu se passer à n'importe quelle date en 1300 avant notre ère. J.B.C. démontrant que la nourriture ne servait pas seulement de source de nutrition, mais aussi d'élément central de la vie sociale et culturelle élamite. La nutrition élamite était surprenante en termes de variété et de valeur nutritive, s'appuyant à la fois sur les produits des terres arables des plaines et sur les ressources montagnardes, souligne Sophia, spécialiste en paléobotanique et habitudes alimentaires anciennes. L'étude des résidus organiques, des eaux et de la documentation administrative nous offre la possibilité de reconstituer non seulement leur régime alimentaire, mais aussi leur méthode de préparation et de partage des mets. L'alimentation des Élamites reposait principalement sur les céréales, notamment l'orge et dans une moindre mesure, le blé. Ces produits étaient principalement ingérés sous forme de pain plat cuit dans des fours d'argile, mais également en bouillie et en bière, une boisson essentielle bue par toutes les classes sociales. Les légumineuses, notamment les lentilles et les pois chiches, apportaient des protéines végétales cruciales et étaient cuisinées en ragoûts parfumés à l'aide d'herbes locales telles que la coriandre, la menthe et le cumin. Les coursiers éreintés atteignent la cour royale de Suse et apportent des informations préoccupantes provenant de l'Ouest. Un empire tout nouveau est en train d'émerger en Mésopotamie. Sous le commandement de rois guerriers sans pitié, les Assyriens élargissent leur territoire dans tous les sens, asservissant des royaumes qui avaient conservé leur indépendance durant des siècles. Dans la salle du trône, le roi élamite et ses conseillers discutent des tactiques. Doivent-ils se confronter directement à cette menace, poursuivre des accords avec d'autres royaumes en péril, ou se réfugier dans les montagnes inaccessibles qui ont toujours été leur sanctuaire en période de crise? Nous nous situons autour de l'an 1000 avant Jimsé. Au début de la période néo-élamite I, vers 1000 avant Jimsé, l'Élam entame une nouvelle phase marquée par des défis existentiels. Sébastien, historien spécialisé dans la géopolitique du Proche-Orient ancien, déclare
La première période néo-élamite offre un cas d'étude captivant sur la manière dont une ancienne civilisation s'ajuste à un monde en mutation. Suite à l'apogée de la période élamite moyenne, l'Élam se trouvait confronté à un nouvel environnement international marqué par l'essor menaçant de la puissance assyrienne. Les Élamites ont réagi en adoptant une stratégie à plusieurs facettes. Sur le plan militaire, ils ont consolidé leur défense, notamment dans la zone frontalière à l'ouest, en ériguant et en rénovant des ouvrages fortifiés. Quelques-uns de ces murs de protection montaient à plus de 10 mètres et étaient dotés de tours de guet installées de manière stratégique. Des archéologues ont découvert des témoignages d'une hausse notable de la fabrication d'armes durant cette époque, signalant une militarisation de la société. Sur le plan diplomatique, les Élamites ont noué des alliances avec d'autres États qui étaient sous la menace de la Syrie, particulièrement avec Babylone. Cette coalition anti-assyrienne procédait parfois à des opérations militaires, malgré un succès restreint face à la puissante armée assyrienne. Les documents royaux assyriens font souvent référence à Élam en tant que provocateur de révolte, indiquant que les Élamites appuyaient aussi clandestinement des États vassaux assyriens désireux d'acquérir leur indépendance. Durant cette période, il y a eu une notable continuité culturelle malgré les contraintes extérieures. Ce qui est remarquable, met en exergue Sébastien, c'est que malgré cette crise existentielle, les Élamites ont conservé leur tradition culturelle. Il semblerait, si l'on se fie à ce qu'on observe, qu'il y a eu un renforcement délibéré des pratiques religieuses traditionnelles, des formes d'art autochtones et de l'usage de la langue élamite. C'est comme si la menace extérieure avait éveillé une renaissance culturelle interne. Tandis que quelques historiens perçoivent cette époque comme une lente régression, d'autres mettent en avant une remarquable capacité de résistance et d'adaptabilité. En dépit de revers militaires ponctuels, l'Élam a préservé son autonomie et a persisté à jouer un rôle régional important, défiant le récit assyrien qui prétendait sans cesse avoir anéanti de façon permanente la puissance élamite. Comme dans de nombreuses occasions de leur histoire, quand la tension devenait intenable dans les plaines, les Élamites avaient la possibilité de se retirer vers leurs fortifications en montagne, de se rassembler et, finalement, de rétablir leur présence. D'épais nuages de fumée noire assombrissent le ciel au-dessus de Suse. Les hurlements de terreur et de souffrance se confondent avec le bruit assourdissant des édifices qui s'écroulent. Des soldats assyriens progressent de manière organisée dans les rues, commettant pillage, destruction et exécution. Dans le palais royal, déjà pris d'assaut, les envahisseurs font tomber systématiquement les statues des rois de l'Élam et des divinités locales. Nous sommes en l'an 646 avant notre ère. Nous sommes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. L'anéantissement de Suse par Assurbanipal constitue l'un des épisodes les plus minutieusement consignés de destruction intentionnelle dans l'histoire antique, précise Marina, historienne experte en guerre ancienne. Les Assyriens eux-mêmes ont soigneusement documenté cette campagne punitive, produisant un récit visuel qui, malgré son caractère propagandiste, expose l'étendue du désastre. L'origine du conflit remonte à des décennies de tensions entre l'Élam et la Syrie. Les Élamites ont régulièrement appuyé les soulèvements babyloniens contre le joug assyrien et effectué des incursions dans la zone assyrienne. Suite à plusieurs opérations militaires contre diverses cités élamites, Assurbanipal a opté pour une mesure définitive, l'éradication de Suse comme bastion politique, religieux et culturel. Les inscriptions assyriennes relatent la destruction avec une précision terrifiante. Sur ordre d'Assur et d'Ishtar, j'entrai dans leur demeure et y séjournai avec plaisir. J'ai découvert leurs richesses où était stocké de l'argent, de l'or, des biens et des biens immobiliers. J'ai anéanti les ziggourats de Suse, j'ai démoli leurs sommets et fait tomber l'ensemble de leurs murs. J'ai conquis leurs divinités et tous leurs trésors en tant que butin. J'ai ravagé 32 cités royales jusqu'aux décombres et aux cendres. L'archéologie corrobore ces déclarations de nature propagandiste.
Les fouilles effectuées à Suse révèlent un niveau de destruction clairement daté précisément à cette période. On a méthodiquement démantelé des temples et des palais, décapité des statues royales et pillé les trésors qui avaient été amassés pendant des siècles. Assurbanipal se targue d'avoir profané les sépultures royales élamites et d'avoir transporté leurs restes en Assyrie afin de troubler leur quiétude. Il se peut que la déportation à grande échelle de la population ait été le plus symbolique. Des milliers d'Élamites ont été contraints de se déplacer vers d'autres régions de l'Empire assyrien, une pratique courante chez les Assyriens visant à débiliter les identités nationales. La destruction fut si totale, poursuit Marina, qu'Assurbanipal se vantait. « J'ai laissé les vents faire ce qu'ils veulent sur elle. » Pour toute cité historique, rien n'était plus offensant que d'établir une comparaison avec une terre aride délaissée aux caprices de la nature. Toutefois, même si ce coup était presque fatal, cela ne signifierait pas pour autant la fin des lames. Tout comme à de nombreuses reprises dans son histoire, la civilisation élamite ferait preuve d'une résilience remarquable. Au milieu des décombres fumants de ce qui était jadis la capitale élamite puissante, de frêles groupes de survivants se manifestent avec précaution. Il y a ceux qui sont à la recherche de leurs proches disparus, tandis que d'autres essaient de retrouver des biens ensevelis sous les ruines. Cela ne fait qu'un mois que l'armée assyrienne a quitté Suse, laissant sur son passage ruines et désespoir. Personne n'aurait pensé qu'il pourrait naître quelque chose de la culture élamite à partir de ces cendres. Contre toute attente, nous ne sommes pas témoins de la fin absolue, mais plutôt du commencement d'un épilogue notable dans l'histoire élamite. La période néo-élamite 3, 646-539 avant JC. Vous avez été formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Les événements qui suivent la destruction de Suse représentent l'un des segments les plus passionnants et les moins explorés de l'histoire élamite, précise Raphaël, archéologue expert en période post-assyrienne. À l'inverse de ce que souhaitait faire croire Assurbanipal, sa prétendue anéantissement total de l'Élam s'est avéré largement exagéré. Malgré les lourds dommages subis par Suse, l'ensemble de la population n'a pas été déportée. Il est d'autant plus crucial de noter que les centres élamites situés dans les régions montagneuses, telles qu'Anshan, ont connu moins de souffrances pendant les invasions assyriennes. Dans ces zones montagneuses, éloignées de l'impact direct du pouvoir assyrien, la culture, la foi et la langue élamites ont persisté à s'épanouir. Un processus de reconstruction notable a débuté peu après le retrait assyrien. De nouveaux pôles urbains ont vu le jour, notamment dans la zone de Hidali, qui pourrait correspondre à la Behbahan actuelle. Ces nouveaux édifices affichent un fascinant amalgame de tradition et d'innovation. Les méthodes de construction demeurent fidèles aux schémas élamites ancestraux, tandis que le design urbain reflète des inspirations mésopotamiennes, laissant supposer que quelques déportés ont regagné leur terre natale, apportant avec eux des concepts inédits. Les indices textuels, quoique incomplets, suggèrent l'émergence de nouveaux leaders locaux qui se perçoivent comme les successeurs de la tradition royale élamite. Des inscriptions éparses mentionnent des figures telles que Shutur Nahunt II, Indada et Ubantara, bien qu'il est probable que leur emprise territoriale ait été restreinte et morcelée. Même lorsque Suse était à peine un petit établissement, le titre de roi d'Anshan et de Suse continuait d'être employé. Ce qui est particulièrement touchant, mais dit Raphaël en observant un modeste sceau portant des inscriptions élamites de cette époque, c'est d'observer la manière dont ces élamites finaux se sont obstinément tenus à leur identité culturelle. Ils ont persisté à employer leur langue pour des documents officiels, à vénérer leurs divinités ancestrales et à préserver leurs coutumes artistiques typiquement élamites, tout en s'ajustant de façon pratique à un monde qui avait subi des transformations irréversibles autour d'eux. Cette continuité culturelle pourrait avoir des répercussions imprévues et d'ampleur considérable. Quand une nouvelle puissance se profile à l'horizon, les Perses dirigés par Cyrus le Grand
Il découvrirait au sein de ces reliques élamites non seulement des sujets, mais également des dépositaires de traditions artistiques et administratives raffinées qui exerceront une influence considérable sur le nouvel empire achéménide. Un haut fonctionnaire élamite se déplace dans les corridors du tout nouveau complexe palatial de Persépolis. Il est vêtu de l'habit traditionnel élamite, mais il se met désormais au service d'un nouveau souverain, Darius Ier, roi des rois de l'empire achéménide. En sa qualité d'administrateur chevronné, il dirige une équipe de scribes qui consignent avec précision les tributs et les provisions sur des tablettes en argile. Ce qui est captivant, c'est que ces écrits sont rédigés en 3 langues distinctes, l'ancien perse, l'akkadien et l'élamite. Nous nous situons aux alentours de l'an 500 avant JCJC, même si l'élam n'existe plus en tant qu'entité politique autonome. Sa culture, sa langue et son savoir-faire administratif ont une importance capitale dans l'administration du plus vaste empire que le monde ait jamais connu jusqu'à présent. Patricia, historienne spécialisée dans les relations entre élamites et perses, déclare « La transition de l'élam vers la suprématie perse est un exemple singulier de continuité culturelle face à la discontinuité politique. À l'inverse de la conquête violente assyrienne, l'intégration des régions élamites au sein de l'empire achéménide s'est déroulée de manière plutôt pacifique, débutant avec la conquête d'Anshan par Cyrus Ier vers 620 AVJC, et se complétant lorsque Cyrus II, surnommé le Grand, établit son autorité sur l'ensemble de la région. Provenant de la province de Pars, l'actuelle Fars sur le plateau iranien, les Perses ont entretenu pendant des siècles une relation avec les Élamites. En réalité, il est probable que les traditions élamites ont exercé une influence sur la culture perse avant même leur arrivée au pouvoir impérial. Quand Cyrus a rassemblé les tribus perses et a lancé son expansion, il a intégré de façon organique des aspects élamites dans sa structure étatique en formation. Il se peut que la démonstration la plus marquante de cette influence soit d'ordre linguistique. L'élément est devenu une des langues administratives officielles sous l'administration achéménide, en plus du vieux perse et de l'akkadien. Ces 3 langues ont été utilisées pour rédiger les inscriptions royales majeures, telles que l'énigmatique inscription de Behistun. Les papiers officiels découverts à Persépolis indiquent que l'élamite était la langue de tous les jours de l'administration, employée pour consigner des transactions, distribuer des rations et gérer les déplacements du personnel. En termes d'architecture, les styles et techniques élamites ont exercé une influence sur les premiers édifices perses. Des spécialistes tels que Patricia mettent en évidence des ressemblances entre les ziggourats de l'élam et les premières structures cérémonielles de la Perse. Les ornements présents dans les palais de Persépolis englobent des éléments pouvant être directement rattachés à des modèles élamites, modifiés pour s'adapter au majestueux style impérial perse. Toutefois, peut-être le plus marquant, conclut Patricia, a été le transfert des compétences administratives. Les Perses, qui étaient initialement un peuple semi-nomade dépourvu de structures gouvernementales complexes, ont largement compté sur des gestionnaires élamites chevronnés pour administrer leur immense empire. Avec des milliers d'années d'expérience en gestion de ressources, perception d'impôts et communication gouvernementale, les Élamites ont offert une contribution précieuse au succès du système administratif Achem. Donc, même si l'élam a cessé d'exister comme entité politique autonome, son héritage a perduré au sein des organisations de l'Empire perse. Les derniers Élamites n'ont pas subi une disparition culturelle, mais plutôt une mutation, en devenant des acteurs impliqués dans un nouvel équilibre mondial qui, de façon ironique, conserverait et diffuserait des aspects de leur civilisation bien au-delà du moment où le terme « élam » aurait cessé d'être mentionné dans les archives historiques.